Aujourd'hui, nous allons aller de l'autre côté de la planète, car la région Asie-Pacifique est depuis une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, le nouveau centre de l'économie mondiale, le lieu d'une nouvelle course aux armements conventionnels et de nouvelles tensions stratégiques entre la Chine et le Japon. Alors, à l'aide de quelques cartes de cette région, nous allons essayer de comprendre quels sont les enjeux autour de ce nouveau centre de l'économie et de la politique mondiale. Alors, de quoi et d'où parle-t-on exactement? L'Asie-Pacifique recouvre géographiquement l'océan Pacifique, bien sûr, l'Asie de l'Est, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique, notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. Les autres riverains du Pacifique, c'est-à-dire les États d'Amérique centrale et latine, l'Extrême-Orient russe, mais aussi l'Inde, interagissent avec la région Asie-Pacifique, mais ils ne sont pas pris en compte dans notre réflexion cartographique d'aujourd'hui. Car ce concept d'Asie-Pacifique, en fait, est assez récent. Il est apparu dans les années 60, venant comme légitimer l'implication des États-Unis dans les affaires asiatiques. Donc l'Asie-Pacifique, dans cette acception, en 2013, représente plus d'un tiers de la population mondiale. Elle forme plus de la moitié du PIB mondial, puisqu'on y trouve trois des plus grandes puissances économiques du monde, les États-Unis, la Chine, le Japon, mais aussi parce que dans cette région se trouvent de vastes zones de coopération économique ou de libre-échange, l'ASEAN, dont on voit ici les États membres et qui forme la principale organisation économique, politique et culturelle en Asie du Sud-Est. Il y a l'APEC, Coopération économique de l'Asie-Pacifique, créée en 1989, et qui est un forum intergouvernemental qui regroupe 20 États de la zone, dont on voit ici les capitales, plus Hong Kong. Et enfin, en cours d'élaboration, le partenariat transpacifique, qui pourrait réunir 12 États de la zone, mais sans intégrer la Chine. Le commerce maritime entre les côtes américaines et asiatiques est évidemment majeur, notamment en mer de Chine méridionale où transite la moitié du tonnage marchand international. On a donc une très forte intensité des échanges commerciaux entre les États de la région. Or, elle s'accompagne d'un fort accroissement des dépenses militaires. Voici quelques chiffres qui concernent précisément les dépenses pour les forces armées, la production et le commerce des armes conventionnelles selon le CIPRI pour l'année 2000, en Amérique du Nord, en Asie de l'Est et en Océanie. Et puis, voici maintenant les chiffres en 2012. Eh bien, en Asie de l'Est, on voit que les dépenses militaires ont doublé ces 12 dernières années. Et tout cela peut sembler contradictoire, puisqu'en principe, le commerce est censé rapprocher. Allons voir de plus près en Asie de l'Est. Regardez ce graphique. L'évolution des dépenses militaires du Japon, puis de la Corée du Sud, de Taïwan et de la Chine. Ces pays sont les principaux acteurs de l'effort de défense dans la région, et on voit que la Chine est passée très loin devant. Les dépenses militaires chinoises sont en effet passées de 37 milliards de dollars en 2000 à 166 milliards de dollars en 2012. Donc elles n'ont pas doublé ces 12 dernières années, mais en fait elles ont quadruplé. Aujourd'hui, la Chine est devenue le deuxième budget militaire du monde, avec presque 10% des dépenses militaires mondiales, soit loin derrière les États-Unis qui en représentent près de 40%. Pékin affecte ce budget en croissance pour moderniser son armée, notamment sa marine. À l'ouest, elle étend ses activités militaires dans l'océan Indien, car elle dépend des routes maritimes qui la relient au Moyen-Orient et à l'Afrique pour ses approvisionnements en matières premières, énergétiques et minérales. Or, l'océan Indien est dominé depuis longtemps par des puissances qui ne sont pas de la région, notamment par les marines américaines, anglaises et françaises. À l'est, maintenant, la Chine étend ses activités militaires dans le Pacifique et plus particulièrement en mer de Chine orientale et méridionale, qui sont vues par Pékin comme sa zone d'influence historique. C'est une représentation héritée de la Chine impériale qui exerçait sa suzeraineté sur tout le pourtour de la mer de Chine. Et ce legs historique fait qu'aujourd'hui, la Chine s'oppose à Taïwan, autour des îles Pratas, nommées Dongsha en chinois, au Japon, autour des îles Senkaku ou Chaoyu en chinois. La Chine fait patrouiller des navires militaires dans les eaux territoriales japonaises et vient parfois violer l'espace aérien japonais. En novembre 2013,
Pékin a déclaré unilatéralement cet espace comme zone aérienne d'identification chinoise, c'est-à-dire que tout aéronef doit s'identifier préalablement. Il y a aussi au Vietnam l'opposition autour des îles Paracel, ou Si-Sha en chinois, et enfin les îles Spratly, Nansha en chinois, qui sont revendiquées par la Chine donc, Taïwan, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le sultanat de Brunei. Cette mer de Chine est une zone riche en pétrole, en gaz naturel, en ressources halieutiques. On est là, on l'a vu, sur une voie maritime très importante pour le commerce maritime mondial, et l'île de Hainan abrite la grande base de sous-marins lanceurs d'engins chinois. Les nouveaux dirigeants chinois ont affirmé publiquement qu'ils souhaitaient que la Chine devienne une grande puissance maritime, et dans les faits, on constate qu'il y a développement d'une force navale chinoise diversifiée. Aujourd'hui, la Chine dispose d'environ 60 sous-marins, d'un porte-avions de conception soviétique acheté à l'Ukraine. Les premiers porte-avions de conception chinoise pourraient être opérationnels avant 2020. Pékin développe un missile balistique anti-navire, je cite, tueur de porte-avions, capable d'atteindre les forces navales américaines dans le Pacifique. Mais cela dit, les militaires chinois ne maîtriseraient pas encore les systèmes satellitaires permettant de suivre les cibles et de guider ce type de missile. Résultat, la posture chinoise et la montée en puissance des dépenses militaires chinoises, plus 314% en 10 ans, ont entraîné une course aux armements en Asie du Sud-Est. On note que sur la même période, le taux de croissance des dépenses militaires est de 131% au Vietnam, 125% en Indonésie, 84% au Cambodge, 61% en Thaïlande, 35% en Malaisie, 30% aux Philippines. Maintenant, autre dossier majeur dans la région Asie-Pacifique qui s'ajoute à cette course aux armements conventionnels, c'est l'évolution de l'arsenal nucléaire nord-coréen. La Corée du Nord a procédé à son 3e essai nucléaire en février 2013, après ceux de 2009 et de 2006. Ces essais sont accompagnés depuis plusieurs années, on le sait, de la mise au point de missiles nord-coréens à courte, moyenne et maintenant à longue portée. Regardez sur la carte la portée de ces missiles. Il y a le missile Musudan, plus de 3000 km, qui est opérationnel, le missile Taepodong 2, plus de 6000 km, qui est en développement. La Corée du Sud et le Japon peuvent ainsi en devenir les cibles, ainsi que de nombreuses bases ou facilités américaines dans le Pacifique. On repère sur la carte les principales bases américaines de Guam et Okinawa. Et c'est à Hawaï qu'est basé le commandement du Pacifique, c'est-à-dire USPACOM. Cette vulnérabilité potentielle renforce Washington dans son intention de déployer son système de défense antimissile, ou appelé autrement bouclier antimissile, sur la côte ouest des États-Unis, mais aussi en Asie. Regardez dans le détail les divers déploiements. Sur l'île de Guam, une batterie antimissile, conçue pour intercepter des missiles pouvant aller jusqu'à 3000 km de portée. Dans le Pacifique occidental, entre le Japon et la Chine, avec les patrouilles de 2 destroyers antimissiles depuis le printemps 2013. Au Japon, le premier radar du bouclier antimissile implanté en 2006 dans le nord du Japon sera complété en 2014 par un second radar déployé sur la côte au centre du pays. De plus, les Philippines pourraient faire revenir les États-Unis sur la base aéronavale de Subic Bay au nord de Manille. Elle fut l'une des plus grandes bases navales américaines en Asie pendant la guerre du Vietnam, et aujourd'hui, elle serait bien positionnée pour suivre la trajectoire des missiles balistiques lancés depuis la Corée du Nord ou depuis la base chinoise de Hainan. En 2012, sur la base australienne de Darwin, Washington a envoyé 250 Marines américains. C'est un effectif qui devrait passer à 1000 hommes en 2014. Ce qui fait que les alliés traditionnels de Washington, mais aussi bien de nouveaux États, demandent donc un renforcement de la présence militaire américaine dans la région. En 2012, les États-Unis ont même pu réimplanter des facilités militaires au Vietnam, à Cam Ranh Bay, dont ils avaient été chassés lors de la défaite américaine au Vietnam en 1973. Résultat, aujourd'hui, 60% des forces aériennes extérieures américaines se trouvent dans la région Asie-Pacifique, et 60% de leurs forces navales devraient y être basées d'ici 2020, soit 8 navires de plus qu'actuellement,
selon les déclarations du secrétaire d'État à la Défense, Chuck Hagel, en juin 2013, à l'occasion d'un sommet sino-américain en Californie. Alors on l'a compris, face à cette montée en puissance militaire de la Chine, mais aussi devant l'importance commerciale et économique de cette région du monde, les États-Unis ont décidé de pivoter. Alors pivoter, cela veut dire faire basculer le centre de gravité de la stratégie et de la politique étrangère américaine d'un monde atlantico-centré, tourné vers l'Europe et le Moyen-Orient, vers un monde pacifico-centré, beaucoup plus tourné vers l'Asie. Parce que là, il y a bien sûr la Corée du Nord, mais il y a aussi la Chine qui a une posture tout à fait schizophrénique. D'une part, une économie chinoise totalement mondialisée, avec une grande interdépendance avec les économies japonaises, européennes, américaines, et de l'autre, Pékin qui affiche ce besoin d'une montée en puissance militaire, de jouer sur la corde nationale, voire nationaliste, pour flatter l'opinion publique chinoise, qui est en fait de plus en plus critique vis-à-vis du pouvoir central chinois. Alors quand on voit les réactions des autres États en Asie, il n'est pas sûr que ce calcul de Pékin soit finalement d'une grande subtilité. Vous pouvez lire les rapports du GRIP qui concernent la région Asie-Pacifique. C'est un groupe de recherche que nous aimons bien, qui est basé à Bruxelles. Vous pouvez lire La Chine est-elle une menace militaire de Pierre Picard aux éditions Fabre. L'Asie-Monde, chronique sur l'Asie et le Pacifique aux éditions du CNRS. Et puis La tentation de l'Orient, une nouvelle politique américaine en Asie-Pacifique de Barthélemy Courmont aux éditions Septentrion.